Hello les amis, comment allez-vous? Moi super. Je suis très très contente aujourd'hui. J'espère que vous avez dû voir qu'on allait recevoir Aude de Thuin, qui est vraiment une figure emblématique des femmes. C'est une femme entrepreneur extraordinaire, une femme avec un grand F, une entrepreneur avec un grand E. Et je suis vraiment ravie qu'elle ait accepté de faire ce talk avec moi pour pouvoir nous expliquer un peu son parcours de vie. C'est une femme qui a vraiment énormément compté et qui compte encore pour la cause des femmes, qui développe énormément de nouveaux projets en permanence. Et je vais le redire et le repartager avec elle. Elle a inventé le concept La voilà. Oui. Hello Aude, comment vas-tu? Écoute, je vais comme quelqu'un qui a le bras plâtré. Aïe, 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 mon Dieu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un double confinement, Oui. puisque je vais sortir du plâtre le même jour où nous allons sortir du confinement Bon, au Maroc. ça, ok. Voilà. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Double peine. Après, il faudrait, voilà, c'est bien. Là, je te vois mieux, c'est super. Oui. Est-ce que tu peux descendre un petit peu encore, voilà, comme ça on te voit, c'est génial. Ouais, écoute, donc ça veut dire c'est dans 10 jours à peu près que tu vas te débarrasser de ça. Oui, c'est ça. Et du confinement, parce que je pense que le Maroc a décidé de rentrer dans le Guinness des records du plus long confinement au monde. C'est ça. Écoute, j'en parlais justement avec mes enfants ce matin et je disais, au début ça allait, on a bien supporté. Et puis c'est vrai que le fait de savoir qu'on est un peu plus tout seul à vivre la galère, ça la rend un tout petit peu moins acceptable, je trouve. Mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Écoute, alors en t'attendant, j'étais en train de faire une présentation qui sera forcément trop succincte par rapport à ton parcours et à la densité de ton parcours incroyable. Mais voilà, pour te présenter rapidement, comme je le disais, tu es vraiment une femme avec un grand F et une entrepreneur avec un grand E, avec des tonnes de projets que tu as menés dans le désordre, le Women's Forum, bien sûr, pendant plus de 10 ans. Tu me dis si je dis des grosses bêtises. Et puis le Women in Africa que tu as initié aussi il y a quelques années. Et puis l'Art du Jardin qui a été aussi un salon majeur dont j'ai des souvenirs très émus. Et puis aussi Osons la France, où là, tu as été comme d'habitude très visionnaire dans ton approche, puisque tu as commencé à revendiquer un patriotisme dans le bon sens du terme et une défense de la France au moment où c'était quand même pas tellement à la mode et que ça l'est devenu finalement beaucoup plus tard. Donc, moi, avant de revenir un peu en détail sur tout ce parcours incroyable, j'avais une petite question assez simple à te poser, qui était, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment est-ce qu'on fabrique une femme comme ça? Quelle enfance? Je sais que tu es issue d'une famille bretonne de 6 filles, si je ne me trompe pas. Je crois que tout vient de là. Ah, alors raconte. Ouais, c'est-à-dire que moi, je crois que je suis née en colère. Je suis la seconde des 6 filles et lorsque les autres sont arrivés après, j'ai commencé à entendre ma mère dire et mon père, ah zut, encore une fille. Et très tôt, je me suis dit, c'est donc pas bien d'être une fille. Et la colère, j'ai toujours été un peu révoltée à cause de ça. Et je crois que finalement, pratiquement tout ce que j'ai fait dans ma vie est lié à ça. C'est-à-dire à cette colère et à cette non-compréhension que j'avais que les femmes, et je le voyais d'ailleurs, je me souviens m'être mise très tôt à observer que les femmes en Bretagne étaient toujours derrière les hommes. Je me souviens même de déjeuners familiaux où les femmes étaient pratiquement debout à servir les hommes
Ah ouais. C'est un peu comme ici aujourd'hui Ouais, au Maroc. enfin, en plus, t'es pas né t'es pas né au 19e siècle, donc c'est quand même vachement Non, incroyable, hein. mais c'était ça. Et je me souviens que j'étais assez admirative des femmes, même si j'étais en colère contre ma mère, mais j'étais admirative des femmes parce que c'est elles qui faisaient tourner la baraque, quoi. C'est elles qui, elles s'occupaient de tout et en plus elles bossaient. Voilà, donc je pense que c'est ça qui explique beaucoup de choses. Et puis la colère que j'ai toujours quand j'ai commencé à comprendre la signification de cette colère, enfin de ce qui s'était passé depuis mon enfance. Et puis j'ai très tôt démarré une thérapie aussi pour m'aider à vivre ça, parce que c'était douloureux, hein, ça Ouais, fait sourire, mais en réalité c'était quand même très douloureux. Et j'ai utilisé ça en colère positive. Et ces colères m'ont fait créer des choses, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ce que j'ai créé finalement. super. Mais alors justement, est-ce que tu as à un moment donné, est-ce que tu te souviens d'un souvenir très très précis qui t'a vraiment déclenché cette envie de ce combat permanent que tu as mené de Ah oui, défendre la cause des femmes? ah, totalement, puisque justement, c'était à la période où je faisais l'art du jardin et je faisais en même temps, j'avais. Alors, pardon de te couper pour ceux qui ne connaissaient pas l'art du jardin. Bon, il y en a peut-être 5 ou 6. On n'espère pas, mais bon, ils ont grand tort. C'était comme une fête, en fait, extraordinaire, où tu rassemblais tous les acteurs potentiels qui faisaient des jardins, des parcs. Il y avait une sorte d'envahissement, de plantation, de beauté. Ça a eu lieu, je me souviens, sur le champ de course de Longchamp. Alors, après, c'est-à-dire que ça a démarré dans le parc de Saint-Cloud. Ouais, Et, c'est ça. et l'histoire, elle est. Alors là aussi, tu vas comprendre comment l'histoire est arrivée, parce que c'est pas neutre. Il se trouve que l'année d'avant, la création de l'art du jardin, j'avais épousé mon second mari, Hubert. Et nous adorions. À qui on fait un gros bisou au passage. Je crois qu'il fait la sieste. Bon. Il en a marre d'entendre sa femme parler tout le temps. Nous avons la même passion pour les jardins. Et d'ailleurs, moi, j'avais une grand-mère qui disait, ma grand-mère, qui s'appelait Rose, Ah, Rosalie, et son mari l'appelait la rose des champs ou la rose des jardins, suivant son humeur, parce qu'elle n'avait pas un caractère commode, elle non plus. Et c'était la seule grande comme moi, nous avons ça en commun. Et la première année de quand on s'est fiancés, à notre âge, c'était très bien. Moi, j'avais 39 ans et lui 48, hein, mais on s'est fiancés, évidemment, et nous sommes allés au Chelsea Flower Show à Londres, qui est la manifestation de référence mondiale. Et là, nous sortions d'un épisode assez douloureux, puisque quand nous nous sommes mariés avec Hubert, nous avons décidé que nous n'aurions pas d'enfants. Lui, il en avait 3 et moi, j'en avais une, Aurore. Et nous avons décidé de construire une maison en Corse. Et pendant les travaux, nous avons reçu 3 bombes. Ce qui n'est pas courant dans la vie de quelqu'un. Voilà, nous étions en train de dîner sur le port de Bonifacio, nous étions à ce moment-là chez des amis, et on a appris on est venu nous prévenir que notre maison avait sauté pendant les travaux. Et ça a été, j'avais vendu mon entreprise précédente. Au moment où on commençait notre vie avec Hubert, et je me disais, j'avais beaucoup de propositions. J'avais 22 propositions de rachat de ma boîte, parce que j'étais numéro 2 mondial, avec la semaine du marketing direct, qui était l'ancêtre d'Internet, donc c'était un peu précurseur aussi. Et donc j'avais beaucoup de propositions de rachat, et quand j'avais décidé que je n'étais plus mariée avec ma boîte. Et c'est une notion extrêmement intéressante, parce que on est souvent marié avec sa boîte, et c'est une chose qu'il faut savoir ne pas faire. Mais nous, entrepreneurs, non, on est comme ça. Non, parce qu'on vit, on se lève, on dort, on rêve, on fait des cauchemars. Et du coup, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour la première fois de ma vie. Et c'est à ce moment-là que cette maison a reçu 3 bombes. À ce moment-là, nous étions déjà allés au Chelsea Flower Show et je me suis dit que j'avais besoin de retravailler très vite.
Et pourquoi ne pas faire l'équivalent du Chelsea en France, puisque c'était au début des années 90 et il y avait en France, comme à peu près partout dans le monde, un grand mouvement de cocooning qui était lié à une crise dans les années 90 qui se dessinait. Et on sortait des années Mitterrand qui avaient, cela étant, été de très belles années pour les entrepreneurs. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, les entrepreneurs avaient beaucoup de réussite parce que les banques accompagnaient les entrepreneurs. Il y avait tout un écosystème qui était extrêmement intéressant. Et au début des années 90, ça n'était pas le cas. Et on avait donc un besoin de se recentrer. Les sociologues et les psychologues disaient que c'était ce qu'on appelle c'était pas le recentrage sur soi-même, mais une expression à peu près identique. Et je me suis dit que le jardin faisait partie de ces valeurs de recentrage nécessaires. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment, hein, quand même, parce qu'il y a un retour vers ces valeurs à cause de ce recentrage dû au post-Covid. Oui, et je travaille dans ce sens à nouveau. Ah bah, super. Parce que le jardin est toujours ma passion. Et c'est comme ça qu'est né l'art du jardin. Et voilà, c'était parce que ces trois bombes, donc c'était pas la colère là, mais c'était quand même... Et alors, tu disais que tu as eu un souvenir à ce moment-là, un souvenir ou un déclencheur? C'est à la fin de cette période de l'art du jardin. L'art du jardin était une société très difficile à mener parce qu'elle était dépendante de la météorologie. Et donc, j'avais un chiffre d'affaires qui était up and down en fonction de la météo, puisque c'était en plein air. On avait été d'abord dans le parc de Saint-Cloud, puis à Longchamp, puisqu'on a été viré du parc de Saint-Cloud, malheureusement. Et j'avais créé dans ce même groupe un salon qui continue à cartonner d'ailleurs, qui est création et savoir-faire sur le do-it-yourself. J'adorais ce salon-là aussi. Oui, qui a été bien sûr. En France, puisqu'il est devenu leader mondial. Et ça, c'est parti toujours de cette expression de ma grand-mère qui disait « Quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre ». Qui est une expression qui prend tout son sens encore aujourd'hui et plus que jamais. Et donc j'avais deux sociétés, une qui faisait création et savoir-faire, une qui faisait l'art du jardin. Je n'étais pas en intégration fiscale, une qui gagnait de l'argent et l'autre qui dépendait de la météo, avait des années plus ou moins. Je disais d'ailleurs que je faisais un métier crise cardiaque. Et j'ai eu des propositions de Lagardère de me racheter. Parce qu'ils étaient évidemment, les titres de presse du groupe Lagardère étaient en lien. Ils avaient Elle Déco. Ils voulaient faire concurrence à Marie-Claire Idé avec le salon Création et Savoir-faire. Et donc, voilà. Et donc, ça faisait 11 ans que j'avais également cette société comme la précédente. Et j'ai voulu, à ce moment-là, j'avais une sorte de... Non pas que je suis prétentieuse, mais quand même, je pense que je l'ai été pas mal de temps dans ma vie. Et j'ai voulu aller à Davos, au World Economic Forum. Et là... avec des garçons? Pour la première fois, oui, absolument. J'ai voulu y aller en 2001, 2002. On ne pouvait pas s'inscrire sur Internet comme aujourd'hui et je n'avais pas de réponse. Et j'ai interrogé 3 copines, des femmes dont je suis devenue copine en faisant d'ailleurs l'art du jardin. C'était Anne Lauvergeon qui était venue, elle était Sherpa de Mitterrand, et Mitterrand était venu à l'art du jardin. Et c'est comme ça que je suis devenue, pas pote avec lui, mais enfin quand même, il m'invitait à déjeuner avec ses copains et sa femme et sa belle-sœur et Anna et toute cette bande. Et il y avait également Patricia Barbizet et puis Dominique Erard-Dubreuil. Et ces 3 femmes allaient à Davos. Et quand je leur ai dit, mais toi tu y vas et moi j'ai aucun retour, et les 3 ont eu le même réflexe, qui est de me dire, ah ben oui, mais toi tu es une femme. Je dis, mais toi aussi, oui, mais toi tu es dans une petite entreprise, ça n'a aucun intérêt pour Davos. Et là, tu imagines la colère. Là, la colère est montée, mais très fortement. Alors, du coup, moi, je fais un copier à l'âne qui n'en est pas un sur le Women's Forum. C'est que moi, pendant ce temps que tu montais tous tes trucs, je te connaissais pas à l'époque, mais visiblement, je te connaissais quand même puisque j'allais dans tous tes salons et dans tous tes événements. Et puis un jour, à l'époque, on faisait des défilés. Enfin, c'était la cadente version plutôt mode et couture. Et puis un jour, je reçois une demande pour faire partie du Women's Forum. Et je comprenais pas très bien. Je me disais, mais c'est bizarre, moi, j'ai aucun intérêt. Je suis qu'une pauvre fille qui fait des vêtements et des bijoux. Ça n'intéresse pas les grands de ce monde. Donc déjà, c'était un truc, une approche qui était quand même différente et super intéressante. Et puis, quand je suis arrivée au Women's Forum, qui était
à Deauville. Mhm. C'était le tout début, le tout début. Il y avait pas encore ces milliers de femmes qu'on a vues après. Ce qui m'a le plus frappé positivement et que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que toutes ces femmes dont tu fais partie et tous ces chefs d'entreprise comme Patricia Barbizet, Mercedes Serra, Virginie Morgon, enfin toutes les femmes qui font vraiment l'économie française et mondiale, et ben, on se retrouvait à déjeuner tout ensemble avec ce mélange qui était ultra sympa. Et de quoi on parlait? Et bah, ah tiens, il faut que j'appelle mon enfant. Ah bah, tu sais, le mien, il est malade, etc. Et en fait, c'était des femmes. Oui. C'était la vie, Oui, mais c'est la c'était des différence. femmes. Oui, bien sûr. C'est l'énorme différence qu'il y a. Et mon mari, d'ailleurs, a toujours été frappé entre des forums de femmes et des forums masculins. Les forums de femmes sont des forums qui sont plus joyeux parce que nous n'avons pas, et c'est peut-être aussi un peu ma marque de fabrique, on changeait le monde, on voulait changer le monde, et je crois qu'on y a pas mal contribué, que le Women's Forum a changé des choses, puisque c'est quand C'était même génial. c'est le Women's Forum qui est à l'origine de la loi sur les quotas, sur les changements de management des entreprises, parce que j'avais réussi à convaincre tous les patrons masculins, c'était déjà le cas et c'est toujours, les patrons du CAC 40 sont tous venus, et du monde entier d'ailleurs, et en même temps on était capable de parler de nos chaussures et de la robe qu'on portait, et de nos enfants. Et j'ai une anecdote assez extraordinaire. La deuxième année, une des sessions d'ouverture, le matin, on démarrait à l'américaine, hein, c'était à 8h, 8h30 le matin, et il y avait, dans les deux françaises, il y avait une table ronde, les deux françaises étaient Anne Lauvergeon et Christine Lagarde. Et Anne prend la parole, elle était d'ailleurs dans mon conseil, et elle dit, je vais commencer cette session par dire à Aude que je lui en veux beaucoup parce que pour être ici ce matin à 8h, il a fallu que je me lève à 5h. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est que j'avais choisi hier soir la robe que j'allais mettre et je n'avais plus qu'à choisir mes boucles d'oreilles et la couleur de mes chaussures. Et les gens ont adoré. À ce moment-là, Christine Lagarde dit, moi aussi, j'en ai beaucoup voulu à Aude ce matin, mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en partant de la maison, j'ai vu mon fils en train de repasser ses chemises. Et ça, c'était l'esprit aussi du Women's Forum. C'est-à-dire cet esprit qui est, on reste comme on est, on ne s'invente pas autrement, on ne va pas chercher, on ne va pas se la jouer sérieuse, et en même temps, qu'est-ce qu'on souffrait de la situation des femmes, et en plus, on recevait des femmes exceptionnelles. Le premier déjeuner a fait venir une femme qui avait une fatwa sur la tête. Et donc, le préfet qui était installé à Caen a commencé à m'en vouloir cette année-là parce que cette femme était donc menacée. Elle avait une vraie fatwa sur la tête et il a fallu mettre 10 quarts de police, de policiers pour éviter qu'on ait des dégâts. Donc, parce que c'était ça aussi. Le Women's Forum, c'était cette capacité qu'on avait à faire venir les femmes les plus importantes du monde pour réellement changer le monde. Ouais. Et voilà, mais ça a été... Et c'est tout ça est lié à la colère, puisque c'est quand je n'ai pas été reçue à Davos que j'ai voulu faire le Women's Forum. Ouais. Et j'ai eu comme bonne idée, je crois, enfin sûrement même, de prendre un homme qui avait comme particularité pour diriger les programmes, puisqu'on m'en avait parlé, c'était l'ancien CEO de Davos. Je l'ai pris comme consultant, il s'appelle Claude Smadja, et nous sommes toujours proches d'ailleurs, et il avait comme particularité d'être macho, de détester la France et les Parisiennes qu'il trouvait prétentieuses. Et lorsque je Il était bien tombé avec toi. C'est-à-dire que je suis allée le voir, il habitait à Lausanne, je suis allée le voir en lui expliquant mon projet, en lui disant c'est un projet fou, je voudrais que ce soit mondial, je parlais à peine l'anglais à l'époque, et il m'a dit j'ai besoin de réfléchir et je vais vous coûter cher. Et donc on a commencé par discuter évidemment des honoraires, c'était sur un contrat de 3 ans. J'ai accepté parce que je savais intuitivement qu'il allait tout de suite me mettre dans la cour des grands. Et à ce moment-là, l'ensemble de mon conseil a démissionné, c'est-à-dire toutes les femmes qui le composaient, a démissionné en me disant mais tu ne nous crois pas capables. Je dis si, bien sûr, le sujet n'est pas que je ne vous crois pas capable, le sujet c'est que je ne sais pas faire des forums mondiaux. Et j'ai besoin d'apprendre. Et c'est le seul au monde qui est capable.
de faire ça. Et voilà, et nous avons travaillé ensemble pendant 6 ans et nous sommes restés amis. Alors, il y a Frédéric, que tu connais, qui est notre troisième associé, qui nous dit au Women's Forum, si tu as besoin de parler d'un sujet avec quelqu'un, tu lui parles très simplement du sujet directement. Dans les forums masculins, tu dois être présenté à l'adjoint de l'adjoint pour essayer de l'obtenir. Et c'est la vérité. Et en fait, il y a une autre personne avant qui a réagi, qui s'appelle Félicie Le Dragon, qui nous dit oui, mais si c'est pour parler des enfants, ça sert à rien d'aller dans un forum. En fait, c'est pas ça. L'esprit de la femme, comme nous on l'aime, je parle sous ton contrôle, c'est justement de ne pas avoir à dénigrer ce qu'on est pour être ce qu'on est. Et tout ce qu'on a appelé les chiennes de garde et toutes ces femmes très virulentes et offensives, moi, c'est vrai que je ne me retrouve pas dans ce mouvement. Je le respecte et je pense qu'il a fait aussi sûrement oui, il a fait un sacré des choses, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime avec ta façon d'envisager le féminisme, c'est justement avec la féminité. Et c'est pas... Moi, j'appelle ça... pardon de te couper, moi j'appelle ça le féminisme pragmatique, c'est-à-dire un féminisme du quotidien et un féminisme qui fait que notre rapport avec les hommes ne soit pas agressif, parce que le féminisme un peu à l'américaine a quand même été les excès provoqués par une certaine forme de féminisme, certes a fait avancer les choses, mais a rendu la relation homme-femme très conflictuelle et ça n'est pas l'objet. Aujourd'hui, et plus on va dans ce monde, et plus il y a suffisamment d'agressions dans le monde de toutes sortes pour que nous essayions d'avoir un rapport bien et équilibré avec les hommes. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce monde, et particulièrement dans la crise que nous sommes en train de vivre actuellement, et qui fait l'objet d'une tribune d'ailleurs, que je pourrais vous faire passer, voilà, que j'ai terminé hier. Donc voilà, elle est en traduction en anglais parce qu'on va essayer de la publier avec un maximum de signatures dans le monde entier sur ne pensons pas le monde de demain sans les femmes. Or, l'urgence qu'il y a à rétablir l'économie fait qu'on risque de se retrouver avec les hommes qui recommencent comme dans la cour de récréation, c'est-à-dire entre eux, et les femmes autour. Et c'est un vrai sujet majeur de notre époque dans cette crise du Covid-19. Ouais. Alors écoute, moi je te livre aussi une anecdote qui moi aussi m'a fait réagir et m'a fait dire que jamais je me laisserais marcher sur les pieds, que si je pouvais apporter ma petite pierre, je le ferais. À l'époque, donc je travaillais dans la mode et puis on avait un atelier de fabrication qui était pas très loin de Paris, à 5 km à Aubervilliers. Et puis, un jour, la personne en charge de l'atelier n'était pas là, donc c'est son adjoint qui vient. Et c'était un monsieur d'origine turque. Et puis, comme moi, je voulais gommer la hiérarchie chez Stella Cadente, on était toutes en blouse blanche. Et puis, en plus, c'était pratique puisqu'on avait les premières et les dames de l'atelier qui elles étaient en blanc aussi. Donc, en fait, personne ne pouvait voir que c'était entre guillemets moi qui dirigeais. Et puis le monsieur arrive avec un problème sur un patronage, donc je commence à lui expliquer qu'il peut faire comme ci, comme ça. Il dit non, je te crois pas, ça marche pas, ça marche pas. Bon bref, on commence. Les mots commencent à monter, je m'énerve. Et à ce moment-là, le mec me dit, va me chercher ton mari. C'est ça. Oui, et alors, va me chercher ton mari, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je ne veux entendre cette phrase. Alors, moi, le métier que j'ai fait est un métier dans lequel notre appellation est commissaire. Donc, j'étais commissaire d'exposition, c'était l'appellation. Il y a Jeanne qui nous a rejoint, on lui fait un petit bisou. Qui nous a rejoint? Jeanne Siofachin. Hello, Jeanne. Et à chaque fois, et le nombre de fois où vous pouvez aller me chercher le commissaire. Et un jour, j'étais avec le commissaire de police pour des raisons pareilles de sécurité. Voilà. Donc, mon assistant me fait rentrer dans mon bureau et je réalise qu'il n'allait pas prendre conscience que j'étais la présidente et le commissaire, c'est le titre. Je l'ai laissé poireauter pas loin de 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il tournait sur sa chaise et il dit « Vous pouvez aller me chercher le commissaire ?» Je lui ai dit « Écoutez, elle est devant vous. » Moi, pendant ce temps, j'avais du travail. Et ensuite, à chaque fois que je le croisais, il se cachait derrière des poteaux, derrière des piliers. Tellement il a été humilié. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai, je sais pas, plus de 100. Alors, est-ce que justement, puisqu'on est un petit peu à l'heure des bilans avec ce post-Covid, avec ce nouveau monde qu'on va essayer
de continuer à faire, je dis bien continuer parce que commencer, ça serait quand même trop triste. Quel est le bilan aujourd'hui? Est-ce qu'on considère que ça va mieux depuis les Alice Saunier CIT et Simone Veil? Est-ce qu'on a fait des progrès? Est-ce qu'au contraire, c'est moins bien? Quelle est ton analyse de la situation? Mais rapide, hein, parce que j'ai encore plein d'autres questions après. Alors oui, il y a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis 15-20 ans et ces 10 dernières années, et c'est en cela que les bagarres des féministes sont nécessaires. Et il y a eu des progrès. Mais dans le fond, et quand on regarde de très près la situation, prenons celle dans le domaine économique qui est plus le mien, puisque moi, tout ce que je fais, c'est économique pour changer la société, pour impacter la société, c'est pas très bon. C'est-à-dire que les quotas, j'aurais préféré n'être que sur la compétence et non pas les quotas, Bien mais sûr. si on fait les quotas, nous mettrions, les études ont été faites, 520 années à avoir des équilibres et à avoir la parité dans les entreprises. Incroyable. Ensuite, les quotas ont généré un phénomène qu'il faut observer de très très près et qui heureusement est en train par la loi, une des lois de Pénicaud est en train j'espère, va se réguler, qui est que plus il y a de femmes dans les conseils d'administration, et la France est au top mondial sur ce plan-là, c'est-à-dire 40%, moins il y a de femmes dans les COMEX, c'est-à-dire les comités de direction, où se prennent les décisions et en particulier l'observation qu'on fait des femmes dans les entreprises. Et donc le corollaire est que plus de femmes dans les conseils, moins de femmes dans les COMEX. Donc, au fait, ça veut dire que tu te débarrasses, tu te donnes une bonne étiquette en mettant des gens au conseil d'administration et après… Oui, et puis on entend, moi il m'arrive d'entendre, en particulier dans les ETI, les ETI sont les entreprises qui créent avec les PME le plus d'emplois en France, ce sont les entreprises de taille intermédiaire. Le nombre de fois où j'ai entendu des patrons dire oh, bah oui, alors si nous aussi on nous impose ça, bah, je mettrai ma femme ou je mettrai la cousine de ma femme, elle n'est pas trop con, donc c'est elle que je vais prendre. Mais ça veut dire que là, il n'y a pas de prise de conscience partout de l'intérêt de la complémentarité des cerveaux hommes-femmes. Et alors, justement, Isabelle nous demande, à qui on fait un petit bisou aussi, parce qu'on la connaît bien, Isabelle nous demande, est-ce que ça veut dire qu'il faut des quotas aussi dans les COMEX? Alors, non, je ne crois pas, parce que c'est la liberté même de l'entreprise qui est en cause. Et moi, entrepreneur, je n'aimerais pas qu'on m'impose ça. Non. Il y a aujourd'hui, et c'est là où Pénicaud a très bien agi, c'est qu'elle a mis en place des grilles de surveillance pour que les sociétés, par l'obligation qu'elles ont à rendre des comptes là-dessus, publient tous les ans les tableaux qui font référence maintenant pour l'entreprise. Et ça, je dois dire que c'est un acquis nouveau, nécessaire et très bien. Mais je suis contre les quotas parce que, voilà, à l'époque, il fallait les quotas. Je veux dire, on aurait mis 520 années à arriver à une parité. Mais le problème que je vois dans la crise actuelle est que malheureusement, et l'urgence qu'il y a à rétablir l'économie fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les hommes ont un réflexe assez enfantin, et on le voit même à l'Élysée, quand on voit comment est les équipes de Macron, c'est-à-dire c'est la cour de récréation, ils se retrouvent à l'Élysée, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'y suis allée plusieurs fois pour Women in Africa. Ils ont tous le même âge, la même formation, à peu près la même taille, le même coiffeur et le même costume. Et c'est l'entre-soi. Oui, alors qu'il y a beaucoup de femmes ministres, et là aussi il fallait, puisque c'est une obligation pratiquement, et qui sont très bien pour la plupart. Mais dans les équipes, à l'intérieur des entreprises comme des institutions, ce sont les hommes qui se retrouvent entre eux. Et dans cette période de crise, c'est plus facile de travailler, enfin les hommes restent entre eux, ils trouvent ça beaucoup plus confortable. Et là, nous devons, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rédigé cette tribune, parce que je reçois des informations en dehors du fait que la crise a été très néfaste pour les femmes, puisqu'elles se sont retrouvées à la fois en télétravail, à gérer les enfants. Oui, prisonnière d'une situation. Ouais, tout à fait. Oui, moi j'ai eu ce matin un cas très intéressant, une fille dirigeante de chez EY qui me disait, il y a 3 semaines, j'ai frôlé un burn-out et j'ai heureusement pris conscience que j'étais au bord du trou. Et j'ai pris 1 semaine de repos et c'est le télétravail. Et le télétravail, quand on dit
aujourd'hui que ça risque d'être la norme n'est pas c'est pas si évident que ça. Et quand on regarde de près les analyses et les enquêtes qui sont faites, les jeunes ne veulent pas et n'aiment pas l'idée du télétravail parce qu'ils se sentent isolés et qu'ils ont besoin du challenge et vulgairement on dit, se retrouver autour de la machine à café, parce que c'est là aussi où on discute, mais aussi on brainstorm, on avance dans l'échange. Et donc la solitude n'est pas du tout favorable à l'échange nécessaire qu'ont les jeunes. Et puis, c'est aussi l'appartenance à quelque chose. Et les femmes sont majoritairement, enfin c'est assez équilibré, c'est 50-50 contre le télétravail parce qu'elles ont vu à quel point elles le subissaient. Parce que, et le problème est, j'ai beaucoup parlé de ça début de semaine avec une jeune femme que j'essaie d'amener à se former pour aider les DRH à travailler sur cette notion du télétravail parce qu'on ne manage pas de la même façon des gens qui sont en télétravail que des gens qui sont dans les bureaux. Et ça demande des spécialisations, et c'est là où Jeanne doit aussi, je pense, y réfléchir. Ça demande des spécialisations, ça demande une autre approche, ça demande une autre façon d'être peut-être même empathique avec les autres, parce que le télétravail et cet isolement n'est pas bon pour le cerveau. Ouais. Alors, tu vois, c'est rigolo parce que Marguerite McQueen, qui au passage est ma fille, elle nous dit, eh bien moi de mon côté, on aime beaucoup le télétravail, plus d'efficacité. Et nous, on n'aime pas parce que moi j'adore être comme ça, cette éponge d'énergie, de gens différents, bien sûr de cultures différentes. Et même si on a la chance ici à Casablanca d'être dans des conditions de vie extraordinaires, bah, rien ne remplace les échanges entre associés, les échanges avec les équipes. Oui, mais tu vois, moi, depuis que j'ai créé Women in Africa, ça fait 4 ans maintenant, nous travaillons en télétravail. Pourquoi? Parce que moi, d'abord, je suis entre la France et Marrakech maintenant, oui. où mon mari vit, donc, et lui, il est très content du confinement parce que je suis restée bloquée ici et donc pour son plus grand bonheur. Mais notre directrice générale, Caroline Boudergue, vit et travaille dans les Pouilles, en Italie. La femme qui dirige WIA 54, qui est notre fondation avec laquelle nous identifions les meilleures entrepreneuses africaines et sénégalaises, et elle travaille à Dakar. Notre présidente, puisque j'ai démissionné de tout ça pour des raisons dont on pourra parler si on a le temps, vit entre Lagos et Bruxelles. Et nous avons un bureau à Londres et un bureau à New York, que nous avons mis en sommeil, bien sûr, le temps de cette crise, puisqu'il fallait alléger les équipes. Mais dans le fond, au début du confinement, pour nous, ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé grand-chose, mais nous, c'est la même chose. Oui, nous, mais c'était pareil, parce qu'on a un bureau à Paris et puis on avait aussi un bureau en Chine. Donc... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les détails du quotidien, l'isolement individuel est quand même difficile. Et d'ailleurs, Isabelle le disait aussi, il y a des DRH qui ont été quand même assez perdus pour savoir comment on faisait ce management finalement. Ce qui se passe, c'est que en télétravail, il y a un problème de défiance et de confiance qu'ont souvent, et puis c'est très français aussi, sur oui, mais si il ou elle est chez lui, chez elle, est-ce que dans le fond, il travaille autant? Et du coup, ils ont surchargé. Tout le monde a surchargé les gens qui bossent. Ils ont surchargé sans prendre conscience de ce que ça avait comme impact. Et les gens ne voulaient pas se plaindre. Et c'est ça le danger du télétravail. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Et je comprends que certaines personnes apprécient. Et je dois dire que même moi, qui est à l'âge que j'ai, je préfère aussi. Moi, j'adore toucher les gens. C'est pour ça que je fais le métier que je fais. Moi, je suis tactile et j'ai besoin de ça. Mais voilà, ça pose le sujet d'apprendre à manager et d'apprendre parce que quelque part, je ne sais pas si ça va devenir la norme, mais ce qu'a déclaré Mark Zuckerberg en fin de semaine dernière, que ça y est, lui, il mettait tout le monde en télétravail d'ici à 2 ans, 3 ans, et qu'il allait chercher les plus grands talents partout dans le monde. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Et ça va poser
le sujet des familles, de l'expatriation, de l'école des enfants, du coût des voyages, tout ça va se poser dans la crise que nous vivons. Non, mais nous, si tu veux, ça nous intéresse beaucoup aussi dans notre métier de fabrication de lieux, parce que avec Florian, on est vraiment déjà depuis longtemps en train de réfléchir à comment est-ce qu'on fabrique des lieux hybrides entre habitation, Oui, travail, oui, loisirs, oui, où tout oui. est mélangé, où les lieux vivent à géométrie variable. Ça, c'est des sujets qui sont Oui, très, très intéressants. oui, et des sujets que cette crise a amplifiés et qui vont être les sujets d'aujourd'hui, et c'est pas seulement demain, mais d'aujourd'hui. Ouais. Et nous devons faire très très attention au bien-être des gens, parce que cette crise est si violente que cette notion de bien-être ne doit pas être laissée de côté pour essayer de rattraper ce que cette crise a amené sur le plan économique Ouais. et a provoqué. Or, la situation va être dramatique. Ce que nous vivons est dramatique. Et il ne faut pas avoir peur des mots. Nous allons vers quelque chose de majeur. Ça commence. Les chiffres sont en train de sortir. Et quand on sait aux États-Unis qu'il y a 40 millions de chômeurs déjà annoncés, c'est peut-être, on n'est pas encore au bout. Voilà, en France, les chiffres sont tombés aussi ce matin, c'est un désastre pour l'économie. Et donc, ça veut dire pour chacun d'entre nous, d'ailleurs, repenser nos modèles économiques. Ouais, mais justement, j'avais une question là-dessus. Toi, Aude, bon, avec quand même cette idée pénible en tête, quel est ton monde idéal dans 5 ans, par exemple? Alors, c'était aussi par rapport à la situation de la femme que je posais la question, mais on peut aussi ouvrir la question et voilà, ton monde idéal dans 5 ans, ça serait quoi? Avec en tête les problèmes qu'on vit aujourd'hui. C'est une question compliquée, Ouais. complexe Oui. dans l'environnement parce que à court terme, je ne vois même pas, tu vois, je vois pas comment, tellement cette crise est énorme, comment on va s'en sortir dans les 2 ans. Donc c'est plus difficile encore de faire une projection à 5 ans. Moi, en fait, ce C'est que plus j'aimerais facile. bien, si c'était Oui. possible, j'essaye toujours, ce que j'aime bien avec ces histoires de live, c'est de donner des petits trucs, des gimmicks, Ah, un c'est peu de plonger gaieté ou c'est des que idées positives. Qu'est-ce que tu alors pourrais donner comme conseil? Alors, moi, je suis très frappée dans cette crise de ce retour sur soi-même que ça a aussi provoqué, cette observation différente de la nature, ce regard différent qu'on a tous fait sur les agriculteurs. Ouais. Moi, ce matin, je disais à quelqu'un que j'allais devenir assez spécialiste de la nidification, puisque en face de mon bureau, j'ai 2 nids, à droite et à gauche, et tous les soirs, il y a un merle qui est dans les rosiers. J'ai pas compris pourquoi. Il passait à peu près 1 heure et demie tous les soirs, vers 5 heures. Et donc, je deviens observatrice de la vie. Et ça, c'est un message, c'est-à-dire ne pas faire et essayer chacun de regarder le monde positivement alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est notre survie mentale qui est à la, voilà, qui est en cause. Et regarder ce monde aujourd'hui comme on l'a vu et ne pas rentrer dans ce pessimisme de Welbeck qui a dit, quand on l'a interrogé sur comment il voyait le monde de demain, il dit le monde de demain sera comme avant, en pire. Et hier, j'écoutais les infos, c'était sur un site, je ne sais plus, et je lisais que les 100 km de bouchons dans la sortie de Paris avaient recommencé. Voilà, et on a tout et son contraire, c'est-à-dire Ouais. qu'on parle de jardin, on parle de nid, et puis en même temps, on est rattrapé par cette réalité Oui. qui est la nôtre. Et voilà, donc c'est comment Non, on mais va ça va pas se composer faire. avec Je ça. pense que les choses vont pas évoluer non plus Non, forcément mais en si cinq on était minutes, capable, si mais on était capable on est réellement capable. Ouais. d'imposer plusieurs choses. Un, et pardon messieurs, parce que moi j'adore les hommes, je ne les exclus jamais de ma réflexion, mais si on était capable de faire qu'il y ait plus de femmes au pouvoir pour changer la société, ce serait quelque chose de formidable. C'est-à-dire mettre les femmes, ce que je fais, je tente de faire avec Women in Africa, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de femmes à la direction des affaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient privées,
Je pense que nous devrions toutes se dire, toutes et tous d'ailleurs, parce que les hommes aussi ont un rôle, essayer d'être des rôles modèles pour la jeune génération qui en a besoin, parce qu'elle va être très déstabilisée par ce que nous vivons. Donc nous avons aujourd'hui à nous impliquer là-dessus et dans la transmission. Oui, et en plus, pardon de te couper, je trouve que la jeune génération, elle nous transmet aussi beaucoup de choses à nous sur la responsabilité civile, sur le respect de la planète et des hommes. Donc, oui, absolument. Et donc, il faut justement les écouter et être capable de rester sur ces valeurs qu'on a vues apparaître pendant la crise ou dont on a parlé plus, qui sont les problèmes d'environnement. Parce que l'autre gros sujet qui est le nôtre est celui du changement climatique, où on le voit en France comme ici au Maroc, la sécheresse est déjà là. Nous rentrons désormais dans un cycle de bon, voilà, les étés vont être absolument terribles à vivre pour tout le monde. Nous sommes fin mai et on manque d'eau. Et donc, tout ça doit nous interroger et nous questionner sur notre façon de consommer. Et c'est là où on peut retirer de cette crise peut-être des leçons, j'espère en tout cas, mais il ne faut pas non plus que ce soit juste un problème, j'allais dire presque de riches, ou un problème de gens qui ont les moyens de penser à ça. Parce que, voilà, et c'est ce partage, c'est le partage de ce monde en tenant compte des gens qui ont moins le temps de réfléchir, qui n'ont pas les moyens de consommer comme nous, on peut le faire, quand on est bio ou vegan ou quand on rêve de jardin. Donc, c'est regarder le monde autrement avec beaucoup plus d'empathie, plus d'attention aux autres. Je crois que c'est ça, finalement, le message que moi, j'ai envie de passer, c'est de ne pas être tourné self-oriented, mais être tourné vers les autres. Et regarder comment ce monde... quelqu'un m'a dit l'autre jour, c'était effrayant, parce que quelqu'un m'interrogeait sur pourquoi j'avais lancé Women in Africa et a rajouté, tu ne crois pas qu'on en a assez en France ? Oh là là. Et c'était une colère de plus. Et voilà. Ah là, oui. Donc, oui, c'était une colère de plus. Et j'ai répondu à cette personne. Enfin, j'ai été assez violente, hein, évidemment. Oui, oui, c'était... voilà, et finalement, j'ai besoin de rappel de temps en temps. Je trouve que je me... Non, mais justement, j'allais te parler de mémoire. Je trouve que l'homme avec un grand H a cette capacité de s'adapter qui est formidable, mais il a aussi cette capacité de perdre la mémoire. Et quand j'étais petite, mon père, qui était un grand économiste, me disait déjà... on vit dans une société épouvantable parce qu'elle paye mal les gens qui la soignent, les gens qui la nourrissent et les gens qui l'instruisent. Et il parlait évidemment des infirmières, des agriculteurs et des professeurs. Et toutes ces années plus tard, malheureusement, on a vécu la même chose avec tout le monde qui s'est énervé sur le personnel hospitalier qui est mal payé. Et qui a donné vraiment corps et âme pour sauver les gens. Mais j'ai l'impression que si tout va mieux dans 2 ans, on va de nouveau avoir oublié et redire la même chose dans 5 ans. Oui, alors l'espoir que j'ai moi sur le personnel hospitalier en lien toujours avec le Covid-19, c'est qu'on a quand même mis, le gouvernement a mis quelqu'un d'absolument formidable à la tête du Ségur, de la santé, qui est Nicole Notat, qui fait partie de ces femmes qui justement ont eu un grand rôle. Moi, elle a fait partie de mes modèles. Nicole, d'ailleurs, je lui ai envoyé un mot hier pour la féliciter. Elle a fait partie de ces grandes femmes et de ces personnages qui ont... c'était pas le sujet homme-femme, elle était toujours dans la droiture, dans l'exercice formidable du pouvoir et des responsabilités, et je trouve que c'est un choix exceptionnel que le Premier ministre a fait en la mettant à la tête du Ségur de la santé. J'ai beaucoup d'espoir avec elle. Alors, justement, pour continuer sur une note d'espoir, et parce que malheureusement, on doit bientôt se quitter parce que ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on parle ensemble. Ça passe vite. Et ben oui, je t'avais dit que c'était sûr que ça passerait trop vite. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à tous nos auditeurs et auditrices pour que chacun, à notre petit niveau, on puisse faire changer le monde avec des mini-pas ou des plus grands pas, chacun selon nos possibilités, pour être heureux et puis faire fabriquer ce monde meilleur demain. C'est ne jamais céder. Ne jamais céder et oser. Ça a été toujours un mot d'ordre dans ma vie. C'est oser y aller.
c'est oser se dépasser, c'est oser manifester, c'est oser dire ce qu'on pense être juste, oser transmettre, c'est oser. C'est parce que l'âge que nous avons, que moi j'ai aujourd'hui, à notre âge, voilà, plutôt plus précisément, nous devons penser aux autres et aux enfants et à la génération de ces enfants qui ont été qui sont très marqués par cette crise que nous vivons et pour qui nous devons préparer l'avenir. C'est eux qui vont être les acteurs. Nous, si on peut les aider, je trouve on a un rôle important. Mais pour ça, il faut oser, c'est-à-dire oser dire qu'on en a ras-le-bol de certaines choses, oser dire aux politiques que ça ne nous semble pas être la bonne voie, oser casser les schémas antérieurs, parce qu'il faut aussi penser d'une autre façon. C'est oser nous renouveler avec nous-mêmes, oser penser out of the box. C'est ça. Et puis, il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup admiré aussi chez toi et qui a été ce livre que tu as coécrit avec Jeanne Siofachin, dont on parlait tout à l'heure, sur l'échec. Je trouve génial qu'une femme devant les caméras, entre guillemets, qu'une personne publique dise, bah voilà, moi je me suis plantée. Et voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qu'on peut imaginer demain. Et intégrer l'échec comme moteur, bah, c'est pas très français, ça peut être américain de temps en temps. Et ça, je trouve, une très belle leçon de vie aussi. Oui, moi j'ai fait ce livre, non pas parce qu'un livre est une thérapie, mais parce que justement j'avais fait une thérapie avant. Et tout ce travail que j'ai fait pour dépasser cette souffrance, la souffrance d'abord d'avoir été virée du Women's Forum par l'équipe qui a racheté, la souffrance de dépasser cet échec énorme que j'ai vécu en 2015. Ouais, moi, en tant que petite participante et spectatrice, on était tout en larmes. Moi, je n'aime pas les femmes qui disent petit quelque chose. Non, tu es ce que tu es, avec une personnalité qui est grande, qui est forte. Donc, arrête, il faut que les femmes arrêtent de dire moi petit ceci ou moi. Non, ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est je me souviens très bien de la dernière session du Women's Forum où tu as annoncé que tu partais, on était tout en larmes. Oui, je m'en souviens aussi. Je m'en souviens très bien aussi. Ouais, oui, et puis voilà, et puis 5 ans après, j'ai eu cet échec qui m'a fait écrire ce livre, et je l'ai écrit beaucoup pour les femmes, justement, parce qu'une femme vit beaucoup plus mal qu'un homme un échec, pour plein de raisons psychologiques. Elle s'en sort moins bien, et j'avais fait à l'époque un très gros travail auprès des chambres de commerce sur les échecs en France, et une analyse qui m'a permis, une analyse quantitative, qui m'a permis de voir comment les femmes, justement, enfin comment elles n'en sortaient pas et comment elles traînaient cet échec pendant des années et des années, si ce n'était pas pendant leur vie. Et c'est pour ça que ce livre, qui a été douloureux à écrire, est peut-être important, effectivement, en particulier pour les femmes. Alors, écoute, Aude, merci beaucoup vraiment de ce moment, c'était super. On a eu plein de belles interactions, plein de gens qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas qui nous ont dit des choses. Moi, ça m'a beaucoup appris, comme toujours, en t'écoutant. J'espère qu'on aura d'autres occasions sûrement de se refaire des lives en virtuel ou en réel. Et puis, surtout, ne change pas, continue. Ah, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Je vais avoir 70 ans cette année, ce qui me semble absolument terrible, mais c'est un fait, c'est une réalité. Je dois vivre avec. C'est pas toujours facile. Mais le problème de l'âge, c'est qu'on a mal aux genoux. L'avantage, c'est la liberté de parole. Et donc voilà. Et du coup, je profiterai de cette liberté de parole pour continuer à agir, et parce que j'en ai à la fois le désir, la force, et toujours cette colère qui malheureusement est entretenue par ce que j'observe du monde. Et c'est cette colère qui me fait créer. Et donc aujourd'hui, cet engagement que j'ai auprès des femmes africaines pour
parce que c'est important pour le monde, de montrer au monde le rôle qu'elles ont dans les économies du continent et ce faisant sur les changements de la société. Et donc voilà, donc finalement, il faut que je me souhaite de rester en colère le plus longtemps possible. Et c'est volontiers pour continuer à parler avec toi sur ce que la colère engendre de positif. Eh ben, super. On te fait un gros bisou. Oui, Merci moi aussi. beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont partagé des choses avec nous aujourd'hui. Et puis, portez-vous bien, soyez positifs et continuons à ne rien lâcher. Jamais, jamais. Merci. Merci à Bisous. toi. Merci de ton invitation et Bah, de ton c'était un plaisir. insistance. Et de ton Merci. insistance parce que, comme tu le sais, j'avais hésité pas mal. Ouais. Et voilà. Et c'est parce que c'est toi qui me l'as demandé que j'ai accepté. Donc, merci à toi. Merci. Je t'embrasse. Merci, Aude. Je Au t'embrasse revoir. fort aussi. Bisous. Au revoir. Salut. Bye.